Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus simplement d'arrêter un colonel corrompu. Désormais, l'objectif était clair. Identifier et capturer l'homme à l'origine de tout. Le chacal, une silhouette obscure, sans visage qui tirait les ficelles dans l'ombre. Mais Ibrahim Traoré n'avait aucune intention d'attendre une nouvelle tentative. Cette fois, il comptait frapper le premier. Grâce au travail du cyber-expert, le signal du téléphone jetable fut retracé jusqu'à un luxueux immeuble situé à Ouaga 2000, un quartier paisible réputé pour abriter des diplomates, des cadres étrangers et des représentants d'organisations internationales. L'immeuble ne disposait d'aucune caméra dans les couloirs. Trop pratique. Zongo commenta « Qui que soit ce chacal, il a des appuis solides. Il sait se fondre dans l'environnement. » Traoré, penché sur la table de la salle de guerre, répondit d'un ton ferme. « Alors, nous ne le traquerons pas comme des soldats. Nous le piégerons comme un voleur. » Il valida un plan discret. Nom de code, Opération Glaçaille. Pas d'uniforme, pas de sirène, aucune annonce. Seulement des ombres. Des hommes postés autour de l'immeuble, déguisés en agents, d'entretien, marchands ambulants ou livreurs. Un soldat se fit passer pour un technicien et parvint à installer des caméras miniatures dans les recoins des couloirs et les grilles d'aération. Puis, au troisième jour, il apparut, un homme grand, au visage anguleux, portant des lunettes sombres, toujours tirées à 4 épingles, coiffé d'un chapeau. Il ne figurait sur aucune liste de personnel diplomatique, mais possédait une clé de l'appartement 3B. Le même appartement que celui où le téléphone avait émis son unique message. L'homme ne sortait jamais à la même heure, ne prenait jamais 2 fois la même voiture, mais il fit une erreur, il commanda de la nourriture. « Parfait », dit Traoré en souriant. « C'est nous qui allons la livrer. » Ce soir-là, Zongo se déguisa en livreur. Il tenait un sac de repas dans une main et dans l'autre, un appareil d'enregistrement. Lorsque la porte s'ouvrit, l'homme le fixa froidement. Il ne prononça pas un mot, paya en liquide, prit le sac et referma la porte. Cela suffisait, le dispositif avait tout capté, sa voix, ses gestes, même les bruits à l'intérieur. La bande sonore fut immédiatement analysée par un logiciel de reconnaissance vocale. Le verdict tomba. Alexandre Morel, un ancien agent du renseignement français officiellement à la retraite, mais toujours actif dans les réseaux obscurs. Dans ces cercles, il était surnommé la Cale. C'était lui, l'homme qui avait ordonné l'assassinat du président autour d'un thé. Mais l'arrêter ne serait pas une mince affaire. Il n'avait pas de statut diplomatique officiel. Et une arrestation publique pourrait provoquer un incident international. Et s'il perquisitionnait trop tôt, il disparaîtrait en un clin d'œil. Il avait probablement plusieurs plans de fuite déjà prêts. Traoré prit un moment pour réfléchir, puis déclara « Donnons-lui ce qu'il attend ». Zongo haussa un sourcil. « Monsieur, nous allons lui faire croire que j'organise un dîner privé. Très sélectif. » Il tentera une seconde fois. Zongo acquiesça lentement. Quand le jour arriva, le piège était prêt. Le président annonça la tenue d'un dîner discret dans la villa présidentielle. Pas de presse, pas d'invitation publique, juste quelques noms soigneusement choisis. L'information circula subtilement, juste assez pour atteindre les bonnes oreilles. L'équipe de surveillance ne vit pas Morel sortir de son appartement, mais son téléphone, un nouveau jetable, se remit à émettre. Un message circula dans la ville. Il annonçait clairement une nouvelle tentative. Mais cette fois, Traoré n'était pas la véritable cible. Il était sur place, dans la cuisine du palais. Toute l'équipe de restauration avait été remplacée par des agents du contre-espionnage, déguisés en cuisiniers. Chaque plat, chaque verre, chaque cuillère avait été inspecté, étiqueté, sécurisé. Des micros avaient été placés partout, sous la table, dans les bouquets, jusque dans les salières. À 19h30, le dîner commença. 4 invités triés sur le volet prenaient de place à table, tous loyaux, tous en alerte. Traoré siégeait, à l'extrémité vêtu non pas d'un uniforme, mais d'une sobre tunique traditionnelle. « Je ne voulais pas ressembler à une cible », expliqua-t-il plus tard. Zongo, lui, observait depuis la salle de contrôle. Les caméras, les micros, les détecteurs thermiques, rien ne lui échappait. « Aucun mouvement depuis le 3B », murmura-t-il. « Tout est stable. » Puis, soudain, un serveur entra, portant un plateau de boisson. Zongo fronça les sourcils. « Attendez, ce n'est pas un des nôtres. » Qui est cet homme? Les caméras confirmèrent, il n'avait pas été autorisé. L'homme avançait d'un pas régulier, le visage neutre. Mais sa main droite tremblait imperceptiblement. Il déposa le plateau, fit un pas en arrière. Traoré leva son verre, mais ne but pas. Il fixa le serveur dans les yeux. « Vous partagez un verre avec votre président ?» L'homme hésita. Traoré se leva calmement. « Tu fuis depuis longtemps, Alexandre, mais cette fois tu t'es trahi. » En une fraction de seconde, la salle s'agita. Les chaises raclèrent le sol, les gardes surgirent. Le serveur tenta de sortir un objet de sa manche, une fine épingle manifestement empoisonnée, mais Zongo l'avait déjà intercepté. Il le plaqua au sol sans ménagement. « Aucune arme, dit Traoré en s'approchant. Juste du poison, encore une fois, il s'accroupit.
Tu pensais vraiment que le même stratagème fonctionnerait 2 fois. Le chacal leva les yeux, le visage contracté par la rage. Tu t'es fait des ennemis que tu ne peux pas affronter. Je ne les combattrai pas, répondit Traoré. Je leur survivrai. Puis il donna ses consignes. Aucune annonce, aucun article. Faites-le disparaître cette nuit, dans la cellule la plus profonde. Ce n'est pas un spectacle, c'est un message. Dans tout Ouagadougou, la nuit était paisible. Rien ne semblait avoir changé. Mais en vérité, quelque chose de colossal venait de se produire. Une seconde tentative d'assassinat contre le président venait d'échouer. Et cette fois, l'homme qui avait tiré les ficelles, le chacal, avait été capturé, neutralisé, réduit au silence. Pourtant, Ibrahim Traoré savait que tout n'était pas terminé. Ce n'était pas simplement une affaire de poison, ni même de politique. C'était un avertissement. Quelqu'un, quelque part, était prêt à tuer pour le pouvoir. Mais désormais, ce quelqu'un savait une chose essentielle. Ibrahim Traoré ne boirait jamais une tasse de thé sans en connaître le contenu. Et ce silence, après la tempête, résonnait plus fort que n'importe quel éclat. Aucune déclaration officielle ne fut faite. Aucune image ne circula. L'homme surnommé La Cale, l'ombre derrière le poison, fut enfermé dans un endroit si profond que le monde l'oublierait à jamais. Et pourtant, Traoré restait sur ses gardes. Le danger n'avait pas disparu. Le lendemain matin, il était seul, assis à son bureau. Entre ses mains, il tenait la même tasse en céramique que la veille. Lavée, vide, mais toujours aussi lourde de signification. Il pensait au jeune soldat, porteur involontaire de la mort, à Konaté, autrefois homme de devoir, désormais prisonnier, et au peuple, à ces millions de citoyens qui lui avaient donné leur confiance, sans imaginer combien de fois il avait frôlé la faim. On frappa doucement à la porte. « Monsieur, dit le capitaine Zongo, l'académie militaire est prête à vous accueillir pour votre discours. » Traoré hocha lentement la tête. Cet après-midi-là, il entra dans la cour de l'académie militaire nationale du Burkina Faso. Des centaines de cadets alignés en formation l'attendaient. Les rumeurs circulaient. Ils savaient qu'un événement grave s'était produit. Mais ils ignoraient encore toute la vérité. Sur scène, Traoré se tint droit, sans discours écrit, sans notes. Il n'en avait pas besoin. Certains parmi vous, dit-il en s'adressant à eux, ne comprennent pas encore pleinement ce que signifie l'uniforme que vous portez. Il marqua une pause. Tous étaient attentifs. Vous pensez peut-être que cet uniforme vous confère du pouvoir. En réalité, il vous donne surtout des responsabilités. Il leva la tasse qu'il tenait à la main. Cette tasse a presque mis fin à ma vie. Pas à cause de son contenu, mais parce que j'ai placé ma confiance entre de mauvaises mains. Les jeunes cadets étaient de figés. Certains ouvraient de grands yeux, d'autres serraient les poings. Un jour, vous aurez à défendre cette nation. Mais protéger son pays ne signifie pas seulement porter une arme. Cela exige de l'intégrité, du courage. Il faut savoir refuser, même lorsque l'on vous offre de l'or, même lorsque la pression vient de l'extérieur. Son regard balaya la foule. Je n'ai pas survécu parce que je suis le plus intelligent, j'ai survécu parce que je n'ai jamais oublié une vérité. Une nation n'est aussi forte que la loyauté de son soldat le plus humble. Il se tourna vers Zongo, leva la tasse dans sa direction, puis déclara « Ceci n'est plus un symbole de trahison. C'est un emblème de résistance. » Il la déposa sur un socle de pierre juste à côté du drapeau de l'académie. Qu'elle vous rappelle ceci. Même le plus petit objet peut contenir une menace ou un acte de bravoure. À vous de choisir ce que vous portez. Les cadets saluèrent, quelques larmes furent discrètement essuyées. Ce soir-là, Traoré s'assit en silence sur le toit du palais. Il regardait le ciel se teinter de rouge au coucher du soleil. Il savait que ce ne serait pas la dernière fois, il y aurait d'autres chacals, d'autres complots, d'autres poisons. Mais il était prêt, pas parce qu'il cherchait la guerre, mais parce qu'il préférait mourir debout plutôt que vivre à genoux. Et ainsi, la tasse ne fut ni conservée dans un musée, ni rangée dans son bureau. Elle resta à la vue de tous, entre les mains de ceux qui représenteraient à l'avenir. Un symbole de vigilance, de survie et de la volonté inébranlable d'un homme à ne jamais plier.